J'ai reçu une prime de retraite de 5,5 millions de dollars. Je suis parti du bureau 4 heures plus tôt, pour faire une surprise à ma femme. En entrant discrètement, je l'ai entendu planifier un divorce avec mon meilleur ami. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui les entra, pour le reste de leur jour. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. 500 000 dollars. C'était le chiffre inscrit sur le chèque. Je venais de recevoir ma prime de départ, après 28 ans passés dans la même entreprise. Je suis parti du travail 4 heures plus tôt que d'habitude, une enveloppe Kraft serrée contre ma poitrine, en courant presque vers le parking. J'avais besoin de le dire à Yasmine, j'avais besoin de voir son visage, quand je lui annoncerai que nous avions enfin réussi, et que tous ces sacrifices en valaient la peine. J'ai conduit comme un fou, souriant intérieurement, imaginant comment nous allions célébrer cela le soir même. Mais, quand j'ai ouvert prudemment la porte de ma maison, pour essayer de la surprendre, j'ai entendu sa voix. Elle était au téléphone, dans le salon. Je me suis arrêté. Quelque chose dans son ton m'a figé sur place, caché derrière le mur du couloir. Et puis, je l'ai entendu prononcer des mots avec une voix que je ne lui connaissais pas, froide et calculatrice. Encore quelques mois, mon amour. Dès qu'il touchera cet argent de la retraite, je demanderai le divorce, et nous aurons tout. Mon cœur a cessé de battre. L'enveloppe contenant les documents a failli glisser de mes mains. J'ai continué à écouter, paralysé. Il ne se doute de rien. 23 ans ensemble, et cet idiot me fait toujours confiance. J'ai déjà parlé avec l'avocat. La loi est de mon côté. J'obtiens la moitié de tout, y compris ces 5,5 millions qu'il est sur le point de recevoir. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mais le pire restait à venir. Ensuite, elle a prononcé un nom qui m'a transpercé comme un couteau. Mathias, mon amour. Bientôt, nous serons libres. Bientôt, nous serons ensemble, avec tout cet argent. Mathias. Mon meilleur ami depuis 20 ans, mon partenaire d'investissement, le parrain de ma fille, l'homme qui avait mangé à ma table chaque dimanche, pendant 2 décennies. J'ai fermé les yeux, et j'ai pris une profonde inspiration. L'enveloppe était toujours entre mes mains. 500 000 dollars, qu'elle était déjà en train de partager avec mon soi-disant meilleur ami. Je reculai silencieusement, quittai la maison sans faire le moindre bruit, montai dans la voiture, et restai là pendant 10 minutes, à fixer le volant. 28 ans de travail, 23 ans de mariage, 20 ans d'amitié, tout cela n'était qu'un mensonge. Mais à cet instant, avec la rage qui bouillonnait dans ma poitrine, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas les affronter. Je n'allais pas faire de scène. J'allais faire quelque chose de bien mieux. J'allais jouer à leur propre jeu, mais en mieux, beaucoup mieux. J'ai démarré la voiture, et j'ai conduit sans but pendant 1 heure, essayant d'assimiler ce que je venais d'entendre. Chaque mot de Yasmine résonnait dans ma tête, comme un coup de marteau. Chaque mensonge auquel j'avais cru, depuis Dieu sait combien de temps, me frappait avec une force renouvelée. J'ai pensé à toutes les fois où Mathias était venu à la maison. À toutes les fois où il m'avait serré dans ses bras, en m'appelant mon frère. À toutes les fois où il avait regardé Yasmine, sans que je n'y voie rien de mal, parce que j'avais confiance en lui. Parce qu'ils étaient les 2 personnes les plus importantes de ma vie. Je me suis garé devant un parc, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai cherché un nom dans mes contacts. Letty, une avocate que j'avais rencontrée, des années auparavant, lors d'une conférence d'entreprise. Nous étions restés en contact professionnel. Elle était sérieuse, discrète, et par-dessus tout, implacable. J'ai composé son numéro. Elle a répondu à la 3e sonnerie. César, quelle surprise. Tout va bien? Letty, j'ai besoin de te voir aujourd'hui. C'est urgent, et il faut que cela reste entre nous. Il y eut un silence. Elle a compris le ton de ma voix. Donne-moi 1 heure. Je t'attendrai dans mon bureau. J'ai raccroché, et j'ai regardé l'enveloppe, toujours sur le siège passager. 500 000 dollars. Yasmine pensait que c'était déjà à elle. Mathias pensait qu'il avait gagné. Ils pensaient tous les 2 que j'étais un idiot, qui ne le découvrirait jamais. Ils avaient tort. Et ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils se trompaient. Je suis arrivé au cabinet de Letty, exactement 1 heure plus tard. Elle m'a reçu avec un café,
et une expression grave. Je lui ai tout raconté, chaque mot que j'avais entendu, chaque détail de la trahison. Letty a pris des notes en silence. Quand j'ai fini de parler, elle a posé son stylo sur le bureau, et m'a regardé droit dans les yeux. Depuis combien de temps planifie-t-il cela? Je ne sais pas, mais elle a mentionné qu'elle avait déjà parlé à un avocat, et que la loi était de son côté. Letty a hoché la tête lentement, pensive. César, légalement, elle a raison sur un point. Si elle demande le divorce après que tu aies reçu cet argent, cela sera considéré comme un bien conjugal. Elle obtiendrait 50%, soit de 750 000 $. J'ai senti la rage remonter dans ma gorge. Mais Letty a levé la main. J'ai dit qu'elle avait raison sur un point, mais il existe des moyens de protéger cet argent. Des moyens totalement légaux. Nous devons juste être plus intelligents qu'elle, et il nous faut du temps. Combien de temps? Quand vas-tu recevoir l'argent? Dans 72 heures. Letty s'est adossé à sa chaise, calculant. Donc, nous avons 72 heures pour élaborer une stratégie. Mais, César, j'ai besoin que tu me dises quelque chose, avec une honnêteté absolue. Es-tu prêt à faire cela en silence, sans l'affronter, sans qu'elle sache que tu es au courant? Je l'ai regardé, et j'ai hoché la tête. Absolument. Parce que, si elle se doute de quoi que ce soit, elle changera ses plans, et nous perdrons notre avantage. Nous avons passé les 3 heures suivantes à passer en revue chaque détail de ma situation financière, mes comptes, mes investissements, les propriétés à mon nom, celles à nos deux noms, et les affaires que j'avais avec Mathias. Letty a posé des questions précises, a pris des notes détaillées, et de temps en temps, elle s'arrêtait pour réfléchir en silence. Finalement, elle a levé les yeux. Il nous faut quelqu'un d'autre, un comptable de confiance, quelqu'un qui peut déplacer l'argent stratégiquement, sans éveiller les soupçons. J'ai immédiatement pensé à Salvador. Un ancien camarade d'université, devenu conseiller financier. Un homme discret, méthodique, et brillant avec les chiffres. Je connais la personne idéale. Appelle-le maintenant. J'ai composé le numéro de Salvador. Il a répondu avec son ton calme habituel. César, mon frère, comment vas-tu? Salvador, j'ai besoin de ton aide. C'est confidentiel, et c'est urgent. Il n'a posé aucune question, il a juste dit, donne-moi l'adresse. J'arrive. 40 minutes plus tard, nous étions tous les trois assis dans le bureau de Letty. J'ai expliqué la situation à Salvador. J'ai vu son expression passer de la surprise, à l'indignation, et enfin, à la détermination. Ces fils de, il marmonnait. Puis, il m'a regardé. Compte sur moi. Nous allons protéger chaque centime. Letty a étalé un plan sur le bureau. Elle y avait travaillé pendant que nous attendions Salvador. Écoutez attentivement. Voici ce que nous allons faire. Le plan que Letty avait conçu était simple, en théorie, mais il exigeait une précision absolue dans son exécution. Chaque mouvement devait être calculé, chaque étape franchie au moment exact. Une seule erreur, et Yasmine réaliserait que je savais. Et si cela se produisait, elle changerait de tactique, et je perdrais tout avantage. La première chose, c'est le temps, a expliqué Letty, en pointant un calendrier. César, tu as dit que l'argent arrive dans 72 heures. C'est à la fois notre ennemi, et notre allié. Yasmine attend que cet argent atterrisse sur ton compte, pour demander le divorce. Nous avons besoin qu'elle continue de croire que tout se déroule selon son plan. Salvador s'est penché en avant, étudiant les documents. À quelle fréquence signe-t-elle habituellement des documents bancaires avec toi? Jamais, ai-je répondu. Je m'occupe toujours des finances. Elle a accès au compte joint, mais elle ne s'est jamais impliquée dans les gros investissements, ni dans les décisions. Elle m'a toujours fait confiance pour ça. Parfait, a dit Salvador, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Alors, elle ne saura pas quels mouvements sont normaux, et lesquels ne le sont pas. Cela nous donne une marge de manœuvre. Letty a continué ses explications. Quand cet argent arrivera sur ton compte, nous devrons le déplacer immédiatement, mais pas en une seule fois. Ce serait suspect, si elle vérifie les relevés bancaires. Nous allons le faire par étapes, à travers différents véhicules légaux, des fiducies, des comptes d'investissement protégés. Des fonds qui, légalement, ne peuvent pas être touchés lors d'un divorce. Et c'est légal, ai-je demandé.
Je ne voulais pas gagner cette bataille, pour en perdre une autre au tribunal. Totalement légal, m'a assuré Letty. Nous protégeons des actifs de manière stratégique, avant même qu'une procédure de divorce n'existe. Il n'y a aucune ordonnance du tribunal qui l'interdit. Il n'y a pas encore de procès. Techniquement, tu fais une planification financière intelligente. Ce que toute personne avec un tel montant devrait faire. Salvador a ajouté, nous allons créer une structure en couches. La première couche sera constituée d'investissements à long terme, à ton nom. La deuxième sera composée de fiducies irrévocables, avec des bénéficiaires spécifiques. La troisième sera des véhicules d'investissement d'entreprise. Tous parfaitement documentés et légaux. Quand elle demandera le divorce, cet argent ne sera plus sur un simple compte, prêt à être divisé en deux. Je suis resté silencieux, assimilant le tout. C'était brillant. C'était froid. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Mais il y a autre chose qu'il nous faut, a dit Letty, et son ton est devenu plus sérieux. Nous avons besoin de preuves de la liaison. Des enregistrements, des messages, des photographies, n'importe quoi qui prouve qu'elle a planifié cela avant de demander le divorce, cela change tout sur le plan légal. Si nous pouvons prouver que la liaison a existé, et qu'elle a conspiré pour te voler ton argent, elle perd tout droit d'en réclamer la moitié. Comment obtenir ces preuves, sans qu'elle s'en doute? Salvador et Letty se sont regardés. Puis Salvador a pris la parole, as-tu accès à son téléphone? Connais-tu ses mots de passe? J'ai hoché la tête lentement. Oui, nous avons partagé nos mots de passe il y a des années. Elle a le mien. J'ai le sien. Nous ne les avons jamais changés parce que, eh bien, nous nous faisions confiance. L'ironie de ces mots m'a frappé, dès que je les ai prononcés. La confiance. Quel mot fragile. Bien, a dit Letty. Ce soir, quand tu rentreras chez toi, agis de manière complètement normale. Salue-la comme toujours. Ne mentionne pas encore la prime de retraite. Trouve une excuse pour être parti tôt. Dis que tu as eu une réunion ennuyeuse, ou peu importe. L'important, c'est qu'elle ne remarque aucun changement chez toi. Et ensuite, tu attends qu'elle s'endorme, et tu vérifies ses messages avec Mathias. Les emails? N'importe quelle application de messagerie. Prends des captures d'écran de tout. Envoie-les vers une nouvelle adresse email que nous allons créer tout de suite. Une qu'elle ne connaît pas. Ne supprime rien. Ne laisse aucune trace de ton passage. L'idée m'a retourné l'estomac. Non pas à cause de scrupules moraux. Ils avaient perdu ce droit. Mais parce que cela signifiait confirmer chaque détail de leur trahison, de mes propres yeux. Voir ces mots d'amour pour un autre homme, lire comment il prévoyait de me détruire. Je peux le faire, ai-je dit. Finalement, Salvador a sorti son ordinateur portable. Nous allons créer cet email maintenant, et nous allons également préparer tous les documents que tu devras signer, dès que l'argent arrivera. Nous devons être prêts à agir vite. Nous avons passé 1 heure de plus à tout mettre en place. Le nouvel email, les comptes que Salvador ouvrirait le lendemain, les documents que Letty préparerait. Chaque pièce du plan devait s'emboîter parfaitement. Quand j'ai enfin quitté ce bureau, il était presque 20 heures. J'avais envoyé un message à Yasmine des heures auparavant, lui disant que j'étais parti tôt, mais que j'avais croisé un client, et que je devais travailler tard. Elle avait répondu par un simple bokeh, suivi d'un emoji cœur. Un emoji cœur, de la part de la femme qui prévoyait de me voler, et de me détruire. J'ai conduit pour rentrer chez moi, les mains crispées sur le volant. L'enveloppe contenant mes documents de retraite était toujours dans la voiture. 500 000 $, dont elle pensait qu'une partie lui appartenait déjà. Mais maintenant, j'avais un plan, et elle n'en avait aucune idée. Je me suis garé, et je suis resté assis un instant, me préparant mentalement. Je devais entrer là-dedans, et agir comme si de rien n'était. Je devais l'embrasser, lui demander comment s'était passée sa journée, sourire comme je le faisais depuis 23 ans. J'ai pris une grande inspiration. Je pouvais le faire. Je devais le faire. Je suis entré dans la maison. Yasmine était dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Elle avait l'air détendue, calme. Elle a souri en me voyant. Tu es en retard. Tout va bien avec ce client? Oui, tout est parfait, ai-je menti avec aisance.
Juste les trucs ennuyeux habituels. Et toi, comment s'est passée ta journée? Calme. Rien de spécial. Rien de spécial, à part planifier ma destruction avec mon meilleur ami. Nous avons dîné ensemble, comme nous l'avions fait des milliers de fois. Elle a parlé d'une amie qui l'avait appelée, d'une série qu'elle voulait regarder, de ses projets pour le week-end. Son jeu d'actrice était parfait. Si je n'avais pas entendu cette conversation téléphonique, je n'aurais jamais rien soupçonné. C'était la partie la plus terrifiante, de voir qu'elle pouvait me mentir avec un tel naturel, avec une telle facilité. Après le dîner, nous nous sommes assis pour regarder la télévision. Elle s'est blottie contre moi, comme elle le faisait toujours. J'avais la nausée, mais je me suis forcé à passer mon bras autour d'elle, pour avoir l'air normal. À 23 heures, Yasmine a bâillé. Je vais me coucher. Je suis épuisé. Je vais rester éveillé encore un peu. Je veux finir de regarder ça. Elle m'a embrassé sur la joue, et est montée à l'étage. J'ai attendu 20 minutes, puis 10 de plus, pour être sûr. Enfin, je suis monté en silence. La porte de notre chambre était entr'ouverte. Je pouvais entendre sa respiration, profonde et régulière. Elle dormait. Son téléphone était sur la table de nuit, en charge, comme toujours. Je m'en suis approché lentement, je l'ai pris avec des mains tremblantes, et je suis redescendu. Je me suis assis sur le canapé du salon, le téléphone entre les mains. C'était maintenant ou jamais. J'ai déverrouillé l'appareil avec son mot de passe. J'ai ouvert son application de messagerie, et c'était là. Une conversation interminable avec un contact enregistré sous le nom de El Jim. Mais ce n'était personne de la salle de sport. C'était Mathias. J'ai commencé à lire, et à chaque message, une partie de moi mourait. Les messages remontaient à 18 mois. 18 mois de mensonges, 18 mois de trahison, pendant que je travaillais comme un idiot, pour leur offrir à tous les deux une belle vie. Les premiers messages étaient prudents, de subtils flirts. J'ai adoré te voir aujourd'hui, de sa part. Tu étais magnifique aussi, de la sienne. De petites allusions, qui avaient rapidement dégénéré en quelque chose de plus grand. J'ai continué à faire défiler l'écran. Les conversations sont devenues plus audacieuses, plus explicites. Des plans pour se rencontrer pendant que j'étais au travail. Des hôtels, de fausses excuses. Je lui ai dit que j'allais au spa, écrivait-elle dans un message. Nous avons toute une après-midi pour nous. J'ai pris capture d'écran sur capture d'écran. Mes mains tremblaient, mais je ne me suis pas arrêté. Chaque image allait directement vers le nouvel email que nous avions créé. Puis, j'ai trouvé quelque chose de pire, de bien pire. Une conversation datant d'il y a 6 mois. Mathias écrivait, « Quand vas-tu quitter cet imbécile ? Je ne supporte plus de devoir faire semblant d'être son ami. » La réponse de Yasmine m'a donné des frissons dans le dos. Bientôt, mon amour, mais j'ai besoin du bon moment. César est sur le point de prendre sa retraite. Il va recevoir une énorme prime. Si j'attends que cet argent arrive, j'en aurai la moitié par la loi. Ce sera des millions. Avec ça, nous pourrons commencer notre vie ensemble, sans aucun souci. Et s'il se doute de quelque chose? Il ne se doutera de rien. Il est trop naïf, trop confiant. Je le gère depuis 23 ans. Je sais exactement comment il pense. Capture d'écran. Message suivant. J'ai déjà parlé à un avocat, continuait Yasmine. Il m'a confirmé que, si l'argent arrive pendant le mariage, c'est un bien conjugal. La moitié m'appartient. Je dois juste attendre qu'il arrive, et ensuite demander le divorce. Simple. Tu es brillante, a répondu Mathias, avec un emoji cœur. Je sais, et bientôt nous serons riches, et libres. J'ai continué à lire pendant 1 heure. Chaque message était un nouveau coup de poignard. Il prévoyait d'acheter une maison sur la côte, de voyager à travers l'Europe. Mathias parlait également de divorcer de sa femme, Iris, une fois qu'ils auraient sécurisé l'argent. Iris ne sera pas un problème, écrivait-il. Nous avons signé une séparation de biens, il y a des années, lorsque nous avons ouvert l'entreprise. Elle ne pourra rien toucher. Intelligent, a répondu Yasmine. J'aurais aimé y penser. J'ai trouvé des photos, des images d'eux ensemble, qui m'ont fait fermer les yeux un instant, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais besoin de tout,
de chaque preuve, de chaque mensonge documenté. J'ai aussi vérifié ses emails. J'y ai trouvé la correspondance avec son avocat, un certain Hector Maldonado. Les consultations avaient commencé il y a exactement 8 mois. Chaque email était une question calculée, sur la façon de maximiser ce qu'elle pourrait obtenir lors d'un divorce. S'il reçoit une prime, ou un pécule de retraite, quelques jours avant que je demande le divorce, cet argent est-il considéré comme conjugal, demandait-elle dans un email. La réponse de l'avocat était claire, oui. Tout revenu perçu pendant le mariage, même quelques jours avant la séparation légale, est considéré comme un bien conjugal, soumis à un partage équitable. J'ai sauvegardé chaque email, chaque preuve de son plan. Enfin, j'ai vérifié ses photos, et elles étaient là. Des dizaines d'images d'elle et de Mathias, dans des restaurants, dans des hôtels, sur la plage, lors d'un prétendu voyage d'affaires qu'il avait fait il y a 4 mois. Yasmine m'avait dit qu'elle allait rendre visite à sa sœur, ce même week-end. Un autre mensonge, une autre trahison. Quand j'ai eu fini, j'avais plus de 200 captures d'écran, des preuves irréfutables de tout. L'infidélité, le complot, les plans détaillés pour me voler. Je suis remonté avec le téléphone, et je l'ai replacé exactement là où il était. Yasmine dormait toujours paisiblement, sans se douter que son plan venait de s'effondrer. Je me suis allongé à côté d'elle, fixant le plafond dans l'obscurité. Je pouvais entendre sa respiration douce. La femme avec qui j'avais partagé plus de 2 décennies de ma vie. La femme à qui j'avais tout confié. J'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas. Mon esprit ressassait tout ce que j'avais vu. Chaque message, chaque photo, chaque mensonge. Quand le jour s'est levé, Yasmine s'est réveillée avec un sourire. « Bonjour, mon amour. »« Bonjour », ai-je répondu. Ma voix semblait normale. Calme. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Elle a parlé de ses projets pour la journée. Elle devait aller au supermarché. Ensuite, elle voulait passer chez sa mère. Tout à fait normal, et tout à fait faux. Quand j'ai quitté la maison pour le bureau, j'ai en fait conduit directement au cabinet de Salvador. Il m'attendait déjà avec du café, et une expression sérieuse. Comment ça s'est passé? J'ai sorti mon téléphone, et je lui ai montré l'email avec toutes les captures d'écran. Salvador les a examinées en silence. Chaque image crispait davantage sa mâchoire. C'est de l'or au niveau légal, a-t-il fini par dire. Avec ça, le type peut détruire n'importe quelle réclamation qu'elle essaierait de faire, mais nous devons être prudents sur la manière, et le moment où nous l'utiliserons. Quelle est la suite? L'argent arrive demain, à 10 heures du matin. Dès qu'il touche ton compte, nous commençons à le déplacer. J'ai déjà tout préparé. Les fiducies sont prêtes. Les comptes d'investissement sont ouverts. Les documents sont signés. En quelques heures, cet argent sera protégé, dans des structures qu'elle ne pourra pas toucher. J'ai appelé Lottie. Elle a répondu immédiatement. César, tu as les preuves. Tout. 18 mois de conversation, des emails avec son avocat, des photos, tout. Je l'ai entendu expirer à l'autre bout du fil. Parfait. Cela change complètement la donne. Avec ça, nous ne protégeons pas seulement ton argent. Nous la laissons sans rien. Absolument rien. Quand est-ce qu'on lui montre? Pas encore. D'abord, nous sécurisons l'argent. Ensuite, nous attendons qu'elle demande le divorce. C'est elle qui doit faire le premier mouvement officiel. Quand elle le fera, quand elle pensera avoir gagné, c'est là que nous la frapperons avec tout. Les preuves, les mouvements financiers, tout. Je les ai rejoints tous les deux, au bureau de Lottie, cet après-midi-là. Nous avons passé en revue les plans, étape par étape. Chaque mouvement était calculé à la minute près. Demain à 10 heures, l'argent arrive, a dit Salvador, en pointant son ordinateur. À 10h05, les transferts, première vague. 2 millions vont dans une fiducie irrévocable, au nom de ta fille. Cet argent est complètement protégé. Yasmine ne peut y toucher, en aucune circonstance. Deuxième vague, a-t-il poursuivi. 1,5 million va dans des comptes d'investissement d'entreprise. Techniquement, c'est un fonds de roulement pour développer des affaires, également protégé. Troisième vague, a ajouté Lottie. Le reste est réparti dans des véhicules d'investissement à long terme,
avec des pénalités en cas de retrait anticipé. Le tout légal, le tout documenté, et le tout impossible à diviser lors d'un divorce. Et si elle vérifie les comptes? C'est là que c'est intelligent, a souri Salvador. Elle va voir que l'argent est arrivé. Elle va voir les 5 millions déposés. Ce qu'elle ne verra pas tout de suite, c'est que l'argent a déjà été déplacé. Les relevés bancaires traditionnels mettent 24 à 48 heures pour se mettre à jour complètement. Au moment où elle remarquera que l'argent n'est plus sur le compte simple, il sera trop tard. Letty s'est penché en avant. Mais voici la partie importante, César. Tu dois agir de façon complètement normale, pendant ces prochains jours. Quand l'argent arrive, ne montre aucune émotion. Ne fais pas la fête. Ne fais rien de différent. Elle attend que tu reçoives cet argent pour activer son plan. Laisse-la croire que tout se passe parfaitement bien. Combien de temps penses-tu qu'elle attendra avant de demander le divorce? D'après ses messages, probablement une semaine ou 2, a répondu Letty. Assez de temps pour que l'argent soit en place, pour ne pas paraître trop évident, mais pas beaucoup plus long, parce que Mathias fait pression sur elle. Salvador a fermé son ordinateur portable. César, demain tout commence. Es-tu prêt? J'ai regardé ces deux personnes, qui, il y a quelques jours à peine, n'étaient que des connaissances professionnelles, et qui risquaient maintenant leur temps, et leur réputation, pour m'aider. Je suis prêt. Ce soir-là, en rentrant chez moi, Yasmine préparait mon plat préféré, des pâtes avec une sauce tomate maison. Elle m'a accueilli avec un baiser. J'ai pensé que tu méritais quelque chose de spécial, aujourd'hui. Une raison particulière? Ai-je besoin d'une raison pour gâter mon mari? J'ai souri. Nous avons mangé ensemble. Nous avons ri d'une anecdote qu'elle a racontée. Nous avons regardé un film, et pendant tout ce temps, je savais exactement ce qu'elle pensait, ce qu'elle planifiait. Chaque sourire était un mensonge. Chaque caresse était un acte. Mais je jouais aussi la comédie, et j'étais un bien meilleur acteur qu'elle ne l'imaginait. Demain, l'argent arriverait, et le véritable jeu commencerait. Je me suis réveillé à 6 heures du matin. Bien que l'alarme n'ait été réglée que pour 7 heures, je n'avais pas réussi à bien dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les messages, les photos, les mensonges. Yasmine dormait à côté de moi, respirant paisiblement, sans aucun souci au monde. Je me suis levé en silence, j'ai pris une douche, et je me suis habillé. Quand je suis descendu à la cuisine, j'avais déjà 3 messages sur mon téléphone. L'un de Salvador, avec seulement 2 mots, tout est prêt. Un autre de Letty, tout aussi bref, c'est aujourd'hui le grand jour. Et un de ma banque, confirmant que mon dépôt programmé serait traité à 10 heures. J'ai préparé du café. Yasmine est descendue une demi-heure plus tard, toujours en pyjama, avec ce sourire qui me rendait heureuse autrefois, et qui, maintenant, ne faisait que me rappeler à quel point ma confiance avait été aveugle. Pourquoi es-tu levé si tôt? Je n'arrivais pas à bien dormir. Je crois qu'on a mangé trop lourd. Elle s'est approchée, et a touché mon front avec une inquiétude sincère, ou du moins, avec une imitation parfaite de l'inquiétude. Tu te sens malade? Tu veux que je te prépare quelque chose de léger? Non, ça va. Ça passera. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, comme n'importe quel autre jour. Elle a parlé d'une émission qu'elle voulait regarder l'après-midi. Elle a mentionné qu'elle pourrait appeler Mathias et Iris pour dîner, ce week-end. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue, a-t-elle dit, avec un naturel déconcertant. L'ironie était si épaisse, que je pouvais presque la toucher. J'ai quitté la maison à 8 heures. Je lui ai fait un bisou sur la joue, comme chaque matin. Elle m'a souhaité une bonne journée. Je suis monté dans la voiture, et j'ai conduit directement jusqu'à un café, près du bureau de Salvador. Il était 9h15 quand je suis arrivé. Salvador était déjà là, son ordinateur portable ouvert, et 3 tasses de café sur la table. Letty est arrivé 5 minutes plus tard. Nerveux, a-t-elle demandé, en s'asseyant. Et si quelque chose tourne mal? Rien ne va tourner mal, a affirmé Salvador avec assurance. J'ai vérifié chaque document 3 fois. Chaque compte est prêt. Chaque structure légale est parfaite. Dès que cet argent arrive sur ton compte, nous le déplaçons. Simple. Letty a sorti un dossier épais. Pendant que Salvador déplace l'argent,
je vais déposer ces documents chez un notaire. Ce sont des déclarations sous serment, de protection d'actifs. En gros, nous créons un dossier légal, attestant que tu fais une réorganisation financière prudente, pour protéger tes biens. Et planifier ta retraite. Tout sera daté, et scellé aujourd'hui, avant qu'elle ne demande le divorce. C'est crucial. J'ai regardé ma montre. 9h30. 30 minutes, avant que ma vie ne change complètement. Salvador a tourné son ordinateur, pour que je puisse voir. Il avait ouvert la page de ma banque. Mon compte principal affichait le solde normal. Rien d'extraordinaire, pour l'instant. Quand l'argent apparaîtra, ce sera ici en premier, a-t-il expliqué. Il y a un délai d'environ 3 à 5 minutes, entre le dépôt officiel, et le moment où il s'affiche dans le système. Dans ces quelques minutes, j'aurai déjà lancé les transferts. Est-ce que Yasmine peut voir les mouvements en temps réel? Non. Elle a un accès pour voir les soldes, mais les transferts, et les mouvements, prennent du temps pour se refléter dans sa vue d'utilisateur. De plus, les mouvements entre comptes d'investissement n'apparaissent pas comme des transferts normaux. Ils apparaissent comme des ajustements de portefeuille, ou des redistributions d'actifs. Le temps qu'elle remarque quoi que ce soit d'étrange, ce sera irréversible. 9h45. Je buvais mon café, bien que mon cœur battait déjà trop vite. Letty révisait les documents. Salvador vérifiait les comptes, une dernière fois. Je ne pouvais que regarder l'horloge. 9h50, 10 minutes. Mon téléphone a vibré. Un message de Yasmine, me demandant à quelle heure je serais à la maison aujourd'hui, parce qu'elle prévoyait de préparer à nouveau mon repas préféré. Je lui ai répondu que je n'étais pas sûr, que je serais peut-être un peu en retard, parce que j'avais des réunions. Elle a répondu par un simple OK, et un « je t'aime ». Ces 3 mots, « je t'aime », de la part de la femme qui prévoyait de me détruire. De la part de la femme qui me trompait depuis 18 mois. De la part de la femme qui, en ce moment même, envoyait probablement le même message à Mathias. 9h58. 2 minutes. Salvador avait les mains sur le clavier. Prêt. Letty avait arrêté de réviser les documents, et nous regardait en silence. Le temps semblait s'être arrêté. 9h59, 10h. J'ai rafraîchi la page de la banque. Rien, pour l'instant. Salvador a fait de même sur son ordinateur. Toujours rien. Parfois, ça prend 1 minute ou 2, a-t-il dit, mais je pouvais entendre la tension dans sa voix. 10h01, j'ai rafraîchi à nouveau, et c'était là. Dépôt, prime de retraite. Montant, $500 000. Mon compte affichait un solde que je n'avais jamais vu de ma vie. 28 ans de travail, réduit à un numéro sur un écran. Il est là, ai-je dit, d'une voix à peine audible. Salvador n'a pas perdu une seconde. Ses doigts volaient sur le clavier. Je pouvais voir les écrans se refléter dans ses lunettes. Des fenêtres s'ouvraient, des chiffres se déplaçaient, des confirmations étaient traitées. Premier transfert initié. 2 millions vers la fiducie irrévocable de ta fille. Irréversible, protégé, a-t-il marmonné, en continuant à taper sans arrêt. 30 secondes plus tard, il a poursuivi. Deuxième transfert. Un 500 000 vers les comptes d'investissement d'entreprise. En cours de traitement. 1 minute plus tard. Troisième transfert. 1 million vers les fonds de retraite, avec pénalité de retrait anticipé. Confirmé. Je regardais, fasciné, et terrifié. En l'espace de quelques minutes, tout cet argent disparaissait du compte simple, et était distribué dans des structures que Yasmine ne pouvait pas toucher. Quatrième transfert. 500 000 vers un compte d'investissement international. En cours. Transfert final. 500 000 divisé en 3 comptes d'épargne à long terme. Confirmation en cours. Salvador s'est adossé à sa chaise, et a expiré profondément. C'est fait. Tout l'argent est protégé. Chaque centime. J'ai regardé l'écran de mon compte principal, où il y avait 5,5 millions, il y a 5 minutes. Il ne restait plus que le solde normal, que j'avais avant le dépôt. Et si elle vérifiait en ce moment même? Techniquement, l'argent est arrivé. La banque a généré un reçu de dépôt. Elle peut voir ce reçu, mais les mouvements que nous avons effectués n'apparaîtront dans sa vue que demain, au plus tôt. Et quand ils apparaîtront?
Ils seront répertoriés comme des ajustements d'investissement légaux. Il n'y a rien qu'elle puisse faire. Letty a souri, pour la première fois de la matinée. Messieurs, nous venons de gagner la première bataille. Maintenant, je vais enregistrer tous ces mouvements chez le notaire. César, j'ai besoin que tu viennes avec moi. Tu dois signer quelques documents supplémentaires. Nous avons passé les 2 heures suivantes à l'étude notariale. J'ai signé document après document, chacun détaillant les décisions financières que j'avais prises. Chacun officiellement daté, et scellé. Chacun construisant un mur juridique, autour de mon argent. Quand nous avons terminé, Letty a rangé toutes les copies dans sa mallette. C'est fait. Maintenant, vient la partie la plus difficile. Attendre. Attendre quoi, exactement? Qu'elle demande le divorce. D'après ses messages, elle allait attendre que l'argent arrive. Il est arrivé, maintenant. Mais elle s'assurera qu'il est bien en place, avant de faire son mouvement. Donne-lui une semaine, peut-être 2, mais ça va arriver bientôt. Et que dois-je faire en attendant? Tu agis de façon complètement normale. Ne change rien. Ne mentionne pas l'argent, à moins qu'elle n'en parle en premier. Suis ta routine. Sois le mari que tu es depuis 23 ans. Parce qu'elle t'observe, à la recherche du moindre signe indiquant que tu te doutes de quelque chose. Cet après-midi-là, je suis retourné au travail. J'ai essayé de me concentrer sur mes tâches en attente, mais mon esprit était ailleurs. Toutes les quelques minutes, je vérifiais mon téléphone, en attente. Je ne savais pas de quoi. Un message de Yasmine disant qu'elle avait remarqué quelque chose. Un appel en colère. Mais rien n'est venu. À 18 heures, j'ai quitté le bureau, et je suis rentré chez moi. Yasmine était dans la cuisine en train de préparer le dîner, comme elle l'avait promis. Elle m'a accueilli avec un sourire. Comment s'est passée ta journée? Normale, ennuyeuse, comme d'habitude. Il s'est passé quelque chose d'intéressant? La question m'a mis en alerte. Savait-elle quelque chose? Avait-elle vérifié le compte? Non, rien de spécial. Pourquoi? Oh, pour rien. Je demandais juste. Nous avons dîné ensemble. Elle a parlé de sa journée. Elle était allée au supermarché, avait retrouvé une amie. Elles avaient pris un café, et avaient discuté. Tout à fait normal, et tout à fait faux. Après le dîner, pendant qu'elle lavait la vaisselle, j'en ai profité pour vérifier mes emails sur mon téléphone. J'avais un message de Salvador, confirmant que tous les mouvements avaient été traités avec succès, et que je pouvais dormir tranquille. Mais je ne pouvais pas dormir tranquille. Pas encore. Cette nuit-là, quand Yasmine s'est endormie, j'ai repris son téléphone. J'avais besoin de savoir si elle avait remarqué quelque chose, si elle avait parlé à Mathias, si ses plans avaient changé. J'ai ouvert ses messages. J'ai trouvé une conversation récente avec le contact enregistré sous le nom de L de la salle de sport. Mathias. Il s'était envoyé des textos il y a à peine 2 heures, pendant que je rentrais chez moi en voiture. J'ai lu les messages, et j'ai senti mon sang se glacer. Elle lui avait confirmé que l'argent était déjà sur le compte, 5,5 millions, exactement comme il l'avait calculé. Il a répondu en demandant quand ils allaient passer à l'étape suivante. Elle lui a dit d'attendre une semaine, qu'elle avait besoin que tout paraisse naturel, qu'il ne pouvait pas précipiter les choses maintenant qu'ils étaient si près du but. Il a insisté, disant qu'une semaine, c'était trop long, qu'il ne supportait plus de faire semblant, qu'il voulait être avec elle sans se cacher. Elle a répondu qu'elle comprenait, mais qu'il devait être intelligent. Encore 7 jours seulement. 7 jours, et elle appellerait l'avocat pour tout commencer. 7 jours, et il serait enfin libre, et riche. J'ai pris des captures d'écran de cette conversation. J'ai également remis le téléphone exactement à sa place. Je me suis allongé, fixant le plafond dans le noir. 7 jours. Une semaine exacte, pour qu'elle croie avoir gagné. Une semaine pendant laquelle, elle continuerait de jouer à l'épouse parfaite, tout en planifiant ma destruction. Mais j'avais déjà gagné. Elle ne le savait juste pas encore. Les jours suivants furent les plus étranges de ma vie. Chaque matin, je me réveillais à côté d'une femme qui prévoyait de me détruire. Chaque soir, je dînais avec elle, en faisant semblant que tout allait bien. Et le plus troublant, c'était qu'elle faisait exactement la même chose.
Yasmine est devenue encore plus affectueuse, plus attentionnée. Elle préparait mes plats préférés. Elle me posait des questions sur ma journée, avec un intérêt sincère, ou du moins, avec une imitation parfaite d'un intérêt sincère. Le 3e jour après l'arrivée de l'argent, pendant que nous prenions le petit déjeuner, elle a finalement mentionné l'évidence. « Chérie, ils ont déjà déposé ta prime de retraite ?» La question est venue de façon décontractée, presque avec des intérêts, comme quelqu'un qui demande le temps qu'il fera. « Oui, c'est arrivé il y a quelques jours. »« Et c'était combien ? » ?»« Tu ne me l'as jamais dit. » 5,5 millions. J'ai vu ses yeux briller pendant une fraction de seconde, avant qu'elle ne contrôle son expression. C'est incroyable, César. 28 ans de travail enfin récompensés. Nous devrions fêter ça. J'ai déjà tout placé dans des investissements, ai-je dit, en observant sa réaction. Salvador m'a aidé à le répartir dans différents comptes, des fonds de retraite, des fiducies, ce genre de choses, pour que ça fructifie mieux. Pendant un instant, juste un instant, j'ai vu quelque chose traverser son visage. De l'inquiétude, de la panique. Mais cela a disparu si vite, que quelqu'un qui ne la connaissait pas ne l'aurait pas remarqué. Oh, c'est intelligent. Salvador a toujours été doué avec l'argent. Oui, il m'a dit que c'était la meilleure chose à faire, pour protéger nos biens, pour notre avenir. Le mot notre m'a presque étouffé quand je l'ai prononcé. Mais elle a souri. Notre avenir. J'aime comment ça sonne. Nous avons terminé le petit déjeuner, et chacun a continué sa journée. Mais je savais qu'à ce moment-là, elle était probablement en train d'écrire à Mathias, probablement inquiète que j'ai déplacé l'argent, demandant sûrement à son avocat si cela changeait quelque chose. Cette nuit-là, quand elle s'est endormie, j'ai vérifié son téléphone à nouveau. J'avais raison. Elle avait envoyé des messages frénétiques. Elle avait écrit à Mathias, pour lui dire que j'avais placé l'argent dans des investissements. Il a répondu en demandant si c'était un problème. Elle a dit qu'elle allait consulter son avocat, mais qu'elle ne le pensait pas, que l'argent restait un bien conjugal, peu importe sur quel compte il se trouvait. Ensuite, j'ai trouvé un email qu'elle avait envoyé à Hector, son avocat. Elle lui expliquait la situation. Elle demandait si le fait que j'ai déplacé l'argent vers des investissements affectait ses droits lors du divorce. La réponse de l'avocat est arrivée quelques heures plus tard. Elle était brève, mais ferme. Tant que l'argent avait été reçu pendant le mariage, et avant toute demande de divorce, il s'agissait toujours d'un bien conjugal. Peu importe sur quel compte il se trouvait, elle avait droit à la moitié. J'ai lu cet email, et j'ai souri dans le noir. Pauvre Hector. Il n'avait aucune idée du type de structure légale auquel il avait affaire. Il ne savait pas que le TI avait érigé des murs, qu'aucun avocat spécialisé en divorce ordinaire ne pourrait percer. Le 4e jour, Yasmine a suggéré d'inviter Mathias et Iris à dîner, le samedi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps avec eux. Et puis, maintenant que tu as ta prime, on pourrait fêter ça avec nos meilleurs amis. L'idée de m'asseoir à la même table que d'eux m'a retourné l'estomac. Mais j'ai dit oui. Parce qu'il fallait que je continue à faire semblant. Il fallait qu'elle continue de croire que je ne me doutais de rien. Le samedi est arrivé. J'ai passé l'après-midi à aider Yasmine à préparer le dîner. Elle était d'excellente humeur. Elle chantait en cuisinant. Elle me volait des baisers quand je passais près d'elle. Elle était l'image parfaite de la femme heureuse. Mathias et Iris sont arrivés à 19h. Il m'a pris dans ses bras comme toujours, avec cette forte tape dans le dos. Mon frère, félicitations pour ta retraite. Yasmine m'a parlé de la prime. Tu la mérites. Merci, Mathias. 28 ans, ce n'était pas facile. Iris m'a fait la bise. Elle avait l'air fatiguée, triste. Je me suis même demandé si elle savait quelque chose à propos de son mari, et de ma femme. Si elle avait des soupçons. Nous avons dîné tous les 4, dans la salle à manger. Yasmine avait préparé un festin. La conversation s'écoulait naturellement. Nous avons parlé de travail, de projets, de choses insignifiantes. Et tout ce temps, j'observais. J'observais comment Yasmine évitait de regarder directement Mathias. Comment il s'assurait de toucher Iris de temps en temps, probablement pour feindre la normalité. Comment tous les deux jouaient cette farce parfaite. À un moment donné, Yasmine et moi étions seuls dans la cuisine, pour préparer le dessert.
Elle m'a enlacé par derrière. Tu es heureux. Pourquoi tu demandes ça? Je ne sais pas. Tu as l'air distant, ces derniers temps. Comme si tu pensais à beaucoup de choses. Je suis juste en train de tout digérer. La retraite, l'argent, l'avenir. C'est beaucoup. Elle a embrassé mon épaule. Je sais, mais on va s'en sortir. On a tout ce qu'il faut. On sait l'un l'autre. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas lui cracher la vérité. Pour ne pas crier que je savais tout. Que ces jours de mensonges étaient comptés. Mais je me suis contrôlé. J'ai souri, et j'ai embrassé son front. Tu as raison. On va s'en sortir. Le dîner s'est terminé après minuit. Mathias et Iris sont partis. Yasmine et moi avons nettoyé la cuisine ensemble. Nous sommes montés nous coucher, et alors qu'elle s'endormait à côté de moi, j'ai fixé le plafond, en comptant les jours. D'après ses messages, elle prévoyait d'appeler son avocat le lendemain. Le dimanche, elle allait activer son plan. Elle allait demander le divorce, lundi. Je me suis réveillé tôt, le dimanche. Yasmine dormait encore. Je suis descendu à la cuisine, et j'ai envoyé un message à Letty. Je crois que c'est pour demain. Sois prête. Elle a répondu immédiatement. Nous sommes prêts depuis des jours. Quand elle fera son geste, on la frappera avec tout. J'ai fait du café, et je me suis assis pour attendre. Je savais qu'à un moment donné dans la journée, Yasmine allait passer un appel. Elle allait parler à Hector. Elle allait confirmer les derniers détails de son plan. Et effectivement, en milieu de matinée, alors que je faisais semblant de lire le journal dans le salon, je l'ai entendue monter dans la chambre. Elle a fermé la porte, et après quelques minutes, j'ai entendu sa voix étouffée au téléphone. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais le ton était clair. Sérieux, concentré. Elle est restée au téléphone pendant près de 40 minutes. Quand elle est redescendue, elle avait une expression calme, déterminée. Tout va bien, ai-je demandé. Oui, je parlais juste à une amie de choses sans importance. D'accord. Le reste de la journée s'est déroulé normalement, mais je savais. Je savais que demain, tout allait changer. Que demain, elle montrerait enfin ses cartes. Et quand elle le ferait, elle découvrirait que je jouais à un tout autre jeu. Cette nuit-là, je me suis couché tôt. J'avais besoin d'être reposé pour ce qui allait arriver. J'avais besoin d'être prêt à jouer la surprise, à jouer l'homme dévasté, à lui offrir le spectacle qu'elle attendait. Avant de dormir, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. J'avais un message de Salvador. Toutes les structures restent solides. Rien n'a changé. Tout est protégé. Et un autre de Letty. Demain, la fin commence. Reste calme. Fais confiance au processus. J'ai fermé les yeux, et j'ai pris une profonde inspiration. Demain, après 28 ans de travail, et 23 ans de mariage, je saurai enfin comment cette histoire se terminait. Le lundi s'est levé gris. Un de ces matins où le ciel semble annoncer que quelque chose va changer. Je me suis levé à mon heure habituelle, j'ai pris une douche, et je suis descendu pour le petit déjeuner. Yasmine était déjà dans la cuisine, en train de faire du café. Elle avait l'air nerveuse. Ses mouvements étaient plus rapides que la normale, plus brusques. Bonjour, ai-je dit. Elle a légèrement sursauté. Bonjour. Tu as bien dormi? Oui, parfaitement. Et toi? Bof, je ne sais pas. Je me suis réveillé plusieurs fois. Nous avons pris le petit déjeuner, dans un silence inconfortable. Elle vérifiait constamment son téléphone. J'ai fait semblant de ne rien remarquer. Enfin, quand j'ai fini mon café, je me suis levé de table. Bon, je file au bureau. César, attends. Je me suis arrêté. Sa voix semblait différente, tremblante. J'ai senti mon pouce accélérer, mais j'ai gardé une expression neutre. Oui. Elle a pris une grande inspiration. Elle se tordait les mains. Elle avait l'air sincèrement bouleversée. Quelle bonne actrice elle faisait. Il faut qu'on parle, ce soir. Quand tu rentreras, c'est important. De quoi s'agit-il? Tu vas bien? Oui, je vais bien. C'est juste qu'il y a des choses dont nous devons discuter. À propos de nous, de notre mariage. C'était le début de la fin.
Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. J'ai joué l'homme confus, inquiet. Tout va bien entre nous? Ai-je fait quelque chose de mal? Non, ce n'est pas ça. Parlons-en ce soir. Oui, calmement. Tu me fais peur, Yasmine. Ne sois pas effrayée. Nous avons juste besoin de parler, comme des adultes. J'ai hoché la tête lentement, comme si j'assimilais quelque chose de grave. D'accord, on en parlera ce soir. J'ai quitté la maison le cœur battant. Dès que je suis monté dans la voiture, j'ai appelé Lottie. Ça a commencé. Elle a demandé à ce qu'on parle ce soir. Parfait. Elle va te demander le divorce, aujourd'hui. Elle utilisera un ton conciliant. Elle te dira probablement que vous vous êtes éloignés, que vous n'êtes plus heureux. Toutes ces phrases génériques. Elle essaiera de faire croire que c'est une décision mutuelle. Qu'est-ce que je fais? Fais celui qui est surpris, dévasté. Demande lui-même s'il y a quelqu'un d'autre. Elle le niera, évidemment. Ensuite, tu lui dis que tu as besoin de temps pour digérer tout ça, que vous en reparlerez demain, ou le jour suivant, plus calmement. Nous avons besoin qu'elle se sente en sécurité. Qu'elle croit avoir le contrôle. Et ensuite, nous la laissons déposer les papiers officiellement, nous laissons son avocat contacter le tien. Et c'est là que nous révélons tout. Les preuves de l'infidélité, les mouvements financiers, tout. J'ai passé la journée au bureau, incapable de me concentrer. Chaque heure ressemblait à une éternité. Je regardais l'horloge toutes les 10 minutes. Salvador m'a appelé en milieu d'après-midi, pour m'encourager. Lottie m'a envoyé un message, me rappelant de rester calme. À 18 heures, j'ai quitté le bureau. La circulation était dense, mais je suis finalement arrivé à la maison à 19 heures. Yasmine était assise dans le salon. Elle n'avait pas préparé le dîner, ce qui était déjà étrange. Elle cuisinait toujours. « Tu es rentré ?» a-t-elle dit, sans se lever. « Oui. Tu veux que je commande à manger ? Je n'ai pas faim. » Je me suis assis dans le fauteuil, en face d'elle. L'atmosphère était tendue, lourde. « Alors, de quoi voulais-tu parler ? » Elle a pris plusieurs respirations profondes avant de commencer. Elle se tordait les mains. Elle évitait mon regard. « César, ces dernières années, j'ai beaucoup pensé à nous, à notre mariage, et je crois que nous savons tous les deux que quelque chose a changé. » J'ai joué la confusion. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Nous nous sommes éloignés. Nous ne nous parlons plus comme avant. Nous ne rions plus ensemble. J'ai l'impression que nous sommes plus des colocataires, que des conjoints. Mais c'est normal après 23 ans, non ? Tous les mariages passent par des phases. Peut-être, mais je ne suis pas heureuse, César. Et je ne pense pas que tu le sois non plus. Je me suis penché en avant, l'air alarmé. Qu'est-ce que tu dis, exactement ? Elle m'a enfin regardé dans les yeux. Je pense que nous devrions nous séparer, divorcer. J'ai laissé le silence s'étirer. J'ai laissé le mot divorce résonner dans la pièce. Finalement, d'une voix tremblante, j'ai demandé, Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Non, il n'y a personne d'autre. Ça n'a rien à voir avec une autre personne. C'est juste que nous, ça ne marche plus. Menteuse. Chaque mot était un mensonge, enveloppé dans une fausse sincérité. Tu es sûr de ça ? On peut essayer une thérapie de couple ? Quelque chose ? J'y ai beaucoup réfléchi. Je pense que la meilleure chose pour nous deux, c'est d'en finir à l'amiable, sans drame. Nous pouvons faire les choses bien. Faire les choses bien. Mettre fin à un mariage de 23 ans peut être fait de bien. Ma voix semblait brisée. C'était un jeu d'acteur, mais il y avait aussi une part de vérité dans cette douleur. Non pas celle de la perdre, mais celle de la trahison, celle des années gâchées. Je sais que c'est difficile, mais réfléchis-y. Maintenant, tu as ta prime de retraite. Tu peux recommencer à zéro. Je peux recommencer à zéro. Nous pouvons tous les deux être heureux, séparément. Elle était là. La mention de l'argent, déguisée en préoccupation pour mon bonheur, mais révélant ses véritables intentions. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à assimiler ça maintenant. Je me suis levé du fauteuil. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de réfléchir. Je comprends. Prends tout le temps qu'il te faut.
Mais César, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Je suis monté dans notre chambre, je me suis enfermé dans la salle de bain, et j'ai fait couler l'eau, pour qu'elle ne m'entende pas. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai envoyé un message à Letty. C'est fait. Elle a demandé le divorce, a joué parfaitement son rôle, a dit qu'il n'y avait personne d'autre. La réponse est arrivée immédiatement. Excellent. Maintenant, on attend que son avocat nous contacte officiellement. Et ensuite, on contre-attaque. Je suis resté dans la salle de bain pendant plusieurs minutes. Quand je suis sorti, Yasmine était au lit, lisant un livre, ou faisant semblant de le lire. Elle était probablement en train d'écrire à Mathias, pour lui dire qu'elle avait franchi le pas. Je me suis allongé de mon côté du lit, sans dire un mot. Elle n'a pas parlé non plus. Le silence entre nous était absolu. Je n'ai pas dormi, cette nuit-là. Chaque heure qui passait me rapprochait du moment où tout allait exploser. Le moment où elle découvrirait que son plan parfait comportait une faille fatale. Je savais tout, depuis le début. Le lendemain, mardi, j'ai reçu un email. Il venait d'un cabinet d'avocats. L'avocat, Héctor Maldonado, représentant Yasmine, demandait une réunion pour discuter des termes du divorce, de manière amiable et civilisée. J'ai transféré l'email à Letty. La demande officielle est arrivée. Elle a répondu, parfait. Rencontre-le. Écoute sa proposition. Fais semblant d'être surpris, quand ils mentionneront le partage des biens. Ne signe rien. Dis-lui que tu dois consulter ton avocat. Et cet avocat, c'est moi. J'ai planifié une réunion avec Hector pour le jeudi. 2 jours de plus à attendre. 2 jours de plus à jouer la comédie. Yasmine et moi nous sommes à peine parlé, ces jours-là. Elle a dormi dans la chambre d'amis. Elle disait que nous avions besoin d'espace. Je faisais semblant d'être dévasté, triste, confus, mais à l'intérieur, je comptais les heures. Le jeudi est enfin arrivé. Je suis entré dans le bureau de Héctor Maldonado, à 15 heures. C'était un homme d'environ 45 ans, portant un costume cher, et un sourire professionnel. Monsieur César, merci d'être venu. Je sais que cette situation est difficile, pour les deux parties. Elle l'est. Eh bien, je serai direct. Ma cliente souhaite une séparation à l'amiable. Elle propose un partage équitable de tous les biens conjugaux, ce qui inclut les propriétés, les comptes bancaires, les investissements, et bien sûr, la prime de retraite que vous avez récemment reçue. C'était là, la véritable raison de tout ceci. La moitié de tout. C'est ce que la loi exige. 50 à 50, tous ces biens ont été acquis pendant le mariage. J'ai agi comme si j'assimilais une nouvelle douloureuse. J'ai besoin de consulter mon avocat. Bien sûr, c'est votre droit, mais je vous dis d'avance, que la loi est claire dans ces cas-là. J'ai quitté ce bureau, et j'ai conduit directement chez Letty. Quand je suis entré, elle avait déjà tout préparé sur son bureau. Les documents, les preuves, les pièces à conviction. Prête à en finir avec ça, ai-je demandé. Elle a souri, plus que prête. Nous allons la détruire. Letty a étalé tous les documents sur son bureau, comme s'il s'agissait de cartes, dans une partie qu'elle avait déjà gagnée. Chaque papier représentait une pièce du puzzle, que Yasmine n'avait jamais vu venir. Écoute-moi attentivement, César. Maintenant vient la partie qui va tout définir. Hector va déposer la plainte officielle de divorce, dans les prochains jours. Quand il le fera, nous répondrons, mais pas avec une simple réponse. Nous allons répondre avec une demande reconventionnelle. Qui inclura tout ça? Elle a pointé du doigt les piles de documents. Premièrement, les preuves d'infidélité. 18 mois de messages, entre ta femme et Mathias. Des conversations explicites, des projets de vie commune, la coordination de leurs rendez-vous pendant que tu travaillais, des photos d'eux ensemble. Dans des endroits où ils n'auraient pas dû être. Tout est daté, tout est documenté. Elle est passée à la pile suivante. Deuxièmement, les preuves de complot en vue de frauder. Les emails entre Yasmine et son avocat, où il planifie spécifiquement d'attendre que tu reçoives l'argent de la retraite, pour demander le divorce. Cela montre la préméditation. Cela montre que le mariage était déjà mort dans son esprit. Mais qu'elle l'a maintenu en vie pour des raisons financières. Elle a pris un autre dossier. Troisièmement, les mouvements financiers que nous avons effectués sont complètement légaux.
Nous avons fait notarier et dater chaque document avant qu'elle ne demande le divorce. Il n'y a pas un seul mouvement qui viole une loi. Ce n'était que de la planification financière prudente. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. Regarde, la loi favorise normalement le partage équitable, mais il y a des exceptions. L'une d'elles, c'est lorsqu'une des parties a commis un adultère. Une autre, c'est lorsqu'il y a des preuves qu'un des conjoints a essayé de tirer un avantage financier de l'autre. Par la tromperie. Elle s'est adossée à sa chaise. Yasmine n'a pas seulement commis un adultère, elle l'a fait pendant 18 mois avec ton meilleur ami, tout en vivant sous ton toit, en mangeant ta nourriture, et en dépensant ton argent. Et en plus, elle a conspiré pour te voler. Cela ne la disqualifie pas seulement pour recevoir la moitié de tes biens, cela lui enlève tout droit de recevoir quoi que ce soit. Rien, zéro. Exactement comme elle avait prévu de te laisser. Salvador, qui avait écouté en silence, a ajouté, et ce n'est pas tout. Les structures que nous avons créées ne protègent pas seulement l'argent de la retraite. Elles protègent aussi tes autres investissements. La fiducie pour ta fille est irrévocable. Elle ne peut pas y toucher. Les comptes d'entreprise sont enregistrés comme fonds de roulement, et sont protégés. Les fonds de retraite ont des clauses qui empêchent leur division en cas de divorce justifié. Et nous avons plus qu'assez de justification. Leti a continué, quand nous déposerons notre demande reconventionnelle, Hector essaiera de négocier. Il dira que les preuves sont circonstancielles, que les messages ne prouvent rien de définitif, que ta femme mérite quelque chose. Après 23 ans de mariage. Mais nous n'allons pas négocier un seul centime. Et si elle décide de se battre, si elle va jusqu'au procès, laisse-la faire. Nous avons des preuves irréfutables. N'importe quel juge qui verra ces messages, ces photos, ces emails complotant pour t'attendre jusqu'à ce que tu aies l'argent, la détruira. Et en plus, lors d'un procès, tout cela devient public. Sa famille le saura, ses amis le sauront, tout le monde saura qu'elle a trahi son mari avec son meilleur ami, pour lui voler des millions. Je suis resté silencieux, assimilant tout cela. C'était parfait. C'était brutal. C'était la justice. Quand est-ce qu'on commence? Dès qu'Hector déposera la plainte officielle. Probablement demain, ou après-demain. Vendredi au plus tard. J'ai quitté ce bureau avec un sentiment étrange. Ce n'était pas du bonheur. Ce n'était pas de la satisfaction. C'était quelque chose de plus profond. C'était le sentiment qu'après des semaines à jouer la comédie, à mentir, à faire semblant, je pouvais enfin arrêter. Ce soir-là, en rentrant chez moi, Yasmine emballait des affaires dans la chambre d'amis. Elle s'y était complètement installée. Mon avocat dépose les papiers demain, a-t-elle dit, sans me regarder. Je voulais que tu le saches. Je me dis que ça n'a pas besoin d'être laid, César. Nous pouvons faire ça civilement. Tout diviser, et passer à autre chose. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Elle a mal interprété mon silence, le prenant pour de la résignation. Je suis contente que tu comprennes. Je sais que c'est difficile, mais c'est pour le mieux. Pour le mieux. Une phrase bien ironique, venant de quelqu'un qui avait passé 18 mois à planifier ma destruction. Le vendredi matin, pendant que je prenais mon petit déjeuner, j'ai reçu un email officiel. La plainte de divorce avait été déposée. Yasmine demandait la dissolution du mariage, et le partage équitable de tous les biens conjugaux, y compris, spécifiquement, la prime de retraite de 5,5 millions de dollars. J'ai transféré l'email à Leti avec un seul message, il est temps. Elle a répondu, je prépare la demande reconventionnelle. Ce sera prêt lundi. César, une fois que nous aurons déposé ceci, il n'y a pas de retour en arrière possible. Elle saura que tu savais tout, depuis le début. Elle saura que tu as joué à son propre jeu, mais en mieux. Es-tu prêt pour ça? Complètement prêt. Le week-end a été étrange. Yasmine agissait comme si un poids énorme avait été enlevé de ses épaules. Elle était plus détendue, plus souriante, probablement parce qu'elle croyait avoir déjà gagné. Qu'en quelques semaines, elle aurait de 750 000 $, et qu'elle pourrait partir avec Mathias, pour vivre la vie qu'ils avaient planifiée. Le dimanche soir, je l'ai vue au téléphone, dans le jardin. Elle souriait, elle riait. C'était une conversation joyeuse. Je n'avais pas besoin de vérifier son téléphone, pour savoir à qui elle parlait.
Le lundi s'est levé dégagé. Une journée parfaite. Ironique, compte tenu de ce qui était sur le point de se produire. À 9 heures du matin, le TI a officiellement déposé notre demande reconventionnelle. Ce n'était pas une simple réponse. C'était une déclaration de guerre juridique. Cela incluait toutes les preuves d'infidélité, tous les emails de complot, toutes les photos, tout. À 10 heures du matin, Hector a reçu les documents. À 10h30, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. 2 minutes plus tard, le même numéro a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Monsieur César. C'était Hector. Sa voix n'avait plus ce ton professionnel et calme de notre première rencontre. Elle semblait tendue, presque agacée. Oui. Nous devons parler, de toute urgence. Ma cliente est prête à reconsidérer les termes. Il n'y a rien à reconsidérer. Lisez la demande reconventionnelle. Tout est là. Ces accusations sont très graves. Très graves? Ce ne sont pas des accusations. Ce sont des faits. Documentés, datés, irréfutables. Il y eut un long silence. Ma cliente est prête à oublier sa requête, si vous retirez ces preuves. J'ai souri. Dites à votre cliente que je ne retire rien du tout. Et si elle veut se battre devant un tribunal, qu'elle y aille. Je serai ravi de présenter chaque message, chaque photo, chaque email, chaque mensonge devant un juge. Monsieur César, soyons raisonnables. J'ai été raisonnable pendant 18 mois, pendant que votre cliente prévoyait de me voler. Maintenant, c'est à mon tour d'être clair. Elle n'aura rien. Pas un seul centime. Et si elle essaie de se battre, elle réussira seulement à rendre tout cela public. J'ai raccroché. 5 minutes plus tard, mon téléphone a explosé de messages. Yasmine avait vu les documents. Elle avait vu les preuves. Elle savait que je savais tout. Les messages étaient frénétiques, désespérés. Comment as-tu eu ces messages? C'est une violation de la vie privée. Tu ne peux pas faire ça. Il faut qu'on parle. S'il te plaît, César. J'ai fait une erreur. Ça ne doit pas se passer comme ça. J'ai lu chaque message calmement. Puis, j'ai écrit une seule réponse. 18 mois, Yasmine. 18 mois à planifier ça avec Mathias. 18 mois de mensonges. Tout ça pendant que je te faisais confiance. Mon avocate a des instructions claires. Cela ne se terminera que d'une seule façon. Tu pars sans rien. J'ai bloqué son numéro. Le jeu était terminé. Et j'avais gagné. Les semaines qui ont suivi furent un tourbillon. Yasmine a essayé de me contacter par tous les moyens possibles. Des appels de numéros inconnus, des messages provenant de comptes de réseaux sociaux qu'elle n'avait jamais utilisés. Elle s'est même présentée à mon bureau une fois, mais la sécurité ne l'a pas laissé passer. Le TI a tout géré, avec une précision chirurgicale. Chaque tentative de négociation d'Hector a été fermement rejetée. Chaque proposition visant à lui donner quelque chose, même un minimum, a été refusée. Il n'y avait aucune place pour la compassion. Pas après ce qu'elle avait fait. Hector a encore appelé, m'a informé le TI, un après-midi. Maintenant, il propose de retirer complètement la demande de divorce, si tu retires les accusations d'adultère. Ils veulent rester mariés? Non. Ils veulent éviter que les preuves ne deviennent publiques. S'ils retirent la demande, techniquement, vous seriez toujours mariés, mais Yasmine pourrait dire que ce n'était qu'un malentendu, qu'il n'y a jamais eu de divorce, que vous avez résolu vos problèmes. En gros. Elle veut sauver sa réputation. Et que lui as-tu dit? Que non, tu veux aussi le divorce, mais à tes conditions, avec les preuves dans le dossier, et qu'elle parte sans rien. Salvador est venu me rendre visite, dans mon nouvel appartement. Oui, j'avais déménagé. Je ne pouvais plus rester dans cette maison, pleine de mensonges. J'avais loué un petit appartement confortable, le temps que tout soit résolu légalement. Comment vont les finances, ai-je demandé. Intouchable. Yasmine a essayé de faire une réclamation directe à la banque, concernant la fiducie de ta fille. Ils l'ont rejetée immédiatement. C'est irrévocable. Ensuite, elle a essayé d'obtenir d'un juge le gel des comptes d'investissement de l'entreprise. Refusé également.
Les documents que tu as signés sont en béton. Et elle? Comment s'en sort-elle financièrement? Salvador a souri ironiquement. Mal. Très mal. Hector la facture à l'heure, et elle doit déjà plusieurs milliers de dollars en frais juridiques. Les comptes conjoints que vous partagiez ont été gelés, par ordonnance du tribunal, jusqu'à la fin de la procédure. Elle n'a accès qu'à son compte personnel, qui, selon nos dossiers, contient moins de 3000 dollars. Est-ce que Mathias l'aide? C'est là que ça devient intéressant. Apparemment, quand tout a explosé, Mathias a reculé. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas risquer son propre mariage, qu'il était désolé. Mais elle est seule là-dedans. La nouvelle ne m'a pas surpris. Les lâches fuient toujours quand les choses se compliquent. Est-ce qu'Iris est au courant? Oh, oui. Iris sait tout. Apparemment, quand elle a vu les preuves dans les documents juridiques, elle a confronté Mathias. Il a nié au début, mais elle n'est pas stupide. Maintenant, Iris entame aussi son propre divorce, et comme je te l'ai dit, ils ont une séparation de biens. Mathias s'en sortira donc sans trop de pertes financières, mais sa réputation est détruite. Je me suis assis sur le canapé, assimilant tout cela. J'avais gagné, financièrement, légalement, moralement. J'avais gagné sur tous les fronts. Alors, pourquoi me sentais-je si vide? Ça va, a demandé Salvador. Oui, c'est juste bizarre. 23 ans de ma vie avec quelqu'un, et maintenant? Plus rien. Ce n'était pas rien, César. Ça n'avait plus rien été depuis 18 mois. Tu ne le savais juste pas, il avait raison. Le mariage s'était terminé bien avant que je ne le découvre. Ce n'était qu'une officialisation de ce qui était déjà une réalité. Un mois après avoir déposé la demande conventionnelle, j'ai reçu un appel de Lottie. Sa voix était triomphante. Hector vient d'appeler. Yasmine accepte toutes les conditions. Elle part sans rien. Elle veut juste que tout cela se termine. Tout. Tout. La maison reste à ton nom. Les voitures restent à ton nom. Tous les investissements, tous les comptes, tout. Elle ne prend que ses vêtements, et ses effets personnels. Et ils acceptent de ne pas parler publiquement de la raison du divorce. Pourquoi accepterait-elle ça? Parce que l'alternative est pire. Si cela va au procès, tout devient public. Sa famille le découvre. Ses amis le découvrent. Toute la ville découvre qu'elle a trahi son mari avec son meilleur ami, pour lui voler des millions. Elle préfère partir en silence, avec sa dignité en lambeaux. Mais au moins, sans scandale public. Quand est-ce qu'on signe les papiers? La semaine prochaine. Jeudi, à 10 heures du matin. Vous devez être tous les deux présents, pour la signature finale. Le jeudi est arrivé plus vite que je ne l'espérais. Je me suis réveillé tôt, je me suis habillé avec soin, et j'ai conduit jusqu'à l'étude du notaire, où les documents finaux devaient être signés. Je suis arrivé avec 15 minutes d'avance. Yasmine était déjà là, assise seule dans la salle d'attente. Elle avait l'air différente, plus maigre, des cernes profonds, ses cheveux sans leur éclat habituel. Les conséquences de ses actes étaient écrites sur son visage. Quand elle m'a vu entrer, elle s'est levée. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais l'a refermée immédiatement. Il n'y avait rien à dire. Rien qui puisse changer ce qui allait se passer. Le notaire nous a fait entrer dans son bureau. Lottie était à mes côtés. Hector aux côtés de Yasmine. Les documents étaient sur le bureau. Des montagnes de papiers légaux, qui officialisaient la fin de 23 ans de vie commune. Procédons, a dit le notaire, d'une voix monotone. Il a commencé à lire les conditions. Chaque clause était un clou de plus dans le cercueil de ce qui fut autrefois notre mariage. Yasmine a signé page après page, sans me regarder. Ses mains tremblaient légèrement. Quand nous sommes arrivés à la clause sur la division des biens, le notaire a été particulièrement clair. Madame Yasmine renonce à tout droit sur les biens acquis pendant le mariage, y compris, mais sans s'y limiter, les propriétés, véhicules, comptes bancaires, investissements, et la prime de retraite reçue par Monsieur César. Madame confirme qu'elle comprend, et accepte ces termes. Yasmine a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Oui, j'accepte, a-t-elle signé. C'était mon tour. J'ai signé page après page.
Chaque signature était libératrice. Chaque paraphe m'éloignait de la trahison, et me rapprochait d'un nouveau départ. Quand nous avons terminé, le notaire a rassemblé tous les documents. Le divorce sera officiel dans 30 jours. Félicitations à vous deux. Félicitations. Quel mot absurde, dans ce contexte. Yasmine s'est levée rapidement, et est sortie du bureau sans regarder en arrière. Hector l'a suivie. Letty et moi sommes restés un instant de plus. Comment te sens-tu, m'a-t-elle demandé. Soulagé, triste, en colère, tout à la fois. C'est normal. Tu viens de fermer un immense chapitre de ta vie. Nous avons quitté le bureau ensemble. Dans le parking, j'ai vu la voiture de Yasmine s'éloigner. C'était probablement la dernière fois que je la verrais. Salvador m'a appelé l'après-midi même. J'ai entendu dire que vous aviez signé. Comment tu survis? Que va-t-il se passer avec Mathias? Son divorce avec Iris avance aussi, mais il a également perdu plusieurs clients, quand ils ont entendu parler du scandale. Apparemment, certains de ses clients étaient des amis à toi, qui ont décidé de couper les ponts avec lui. Son entreprise en souffre. Cela ne me donne aucune satisfaction. Je sais, mais c'est la justice, quand même. Les 30 jours ont passé. J'ai reçu le jugement de divorce officiel par la poste. César et Yasmine n'étaient plus mariés. 28 ans de travail, 23 ans de mariage, 18 mois de trahison, tout cela résumé dans un document de 3 pages. Je suis retourné vivre dans la maison. Elle ne contenait plus les mêmes souvenirs amers. Je l'ai fait entièrement nettoyer. J'ai changé les meubles dans certaines pièces, repeint les murs, je l'ai transformé en quelque chose de nouveau, quelque chose à moi. Un après-midi, 2 mois après le divorce, j'étais assis dans le jardin à prendre un café, quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Par curiosité, j'ai répondu. César? C'était une voix de femme. Pas Yasmine. Quelqu'un d'autre. Oui. Qui est-ce? C'est Iris. L'ex-femme de Mathias. Je sais que tu ne veux probablement pas me parler, mais j'avais besoin de t'appeler. J'avais besoin de m'excuser. T'excuser de quoi? Tu n'as rien fait. J'aurais dû savoir. J'aurais dû voir les signes. Peut-être que si j'avais été plus attentive, si j'avais remarqué quelque chose, j'aurais pu te prévenir. Iris, ce n'est pas ta faute. Ils ont été prudents. Ils ont trompé tout le monde. Il y eut un silence. Je voulais juste que tu saches, que je suis désolé pour tout ce que tu as traversé, et que j'admire la façon dont tu as géré ça. Comment tu ne t'es pas laissé détruire? Merci, Iris. Ça compte beaucoup pour moi. Nous avons raccroché. Je suis resté à regarder le jardin, pendant que le soleil se couchait. La vie continuait. La douleur était toujours là, mais chaque jour, elle devenait plus petite, plus gérable. J'avais perdu une femme, et un meilleur ami, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, ma dignité, mon avenir, ma paix, et cela, finalement, valait plus que tout. 6 mois après le divorce, ma vie avait trouvé un nouveau rythme, un rythme que je n'aurais jamais imaginé, mais que j'appréciais étonnamment. Je me réveillais quand je le voulais, je prenais mon petit déjeuner en paix, je lisais le journal sans interruption. De petites choses que je tenais pour acquises, et que j'appréciais maintenant profondément. La maison ne ressemblait plus à un musée de souvenirs douloureux. Je l'avais complètement transformée. De nouveaux meubles, de nouvelles couleurs sur les murs. J'ai même adopté un chien, un labrador doré que j'ai appelé Bruno. Il m'accueillait chaque après-midi, avec une loyauté que les humains semblaient incapables d'offrir. Salvador venait souvent me rendre visite. Nous étions devenus plus proches, après tout ce que nous avions traversé ensemble. As-tu des nouvelles d'elle, m'a-t-il demandé un après-midi, alors que nous buvions une bière dans le jardin. Rien, et je préfère que ça reste ainsi. J'ai entendu dire qu'elle avait déménagé dans une autre ville. Quelque chose à propos de recommencer à zéro, là où personne ne la connaît. Logique, ici. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Et Mathias? Son entreprise a fait faillite il y a 2 mois. Il a perdu la plupart de ses clients. Iris a obtenu la maison lors du divorce, parce qu'elle a pu prouver que la liaison affectait sa santé mentale. Il vit dans un petit appartement, et travaille pour une entreprise quelconque. En gros.
Il a recommencé de zéro. J'ai bu ma bière, en pensant à l'ironie de la situation. Ils avaient prévu de vivre une vie de luxe avec mon argent. Maintenant, je vivais confortablement, et en paix, tandis qu'ils luttaient pour survivre. Est-ce que tu regrettes la façon dont tu as géré ça, a demandé Salvador. Je veux dire, est-ce que tu regrettes de ne pas les avoir confrontés dès le début? De ne pas avoir fait une scène? Oui. J'ai réfléchi à la question. La vérité, c'est que je me l'étais posée de nombreuses fois. Non. Si j'avais réagi avec émotion, si je les avais confrontés ce jour où j'ai entendu la conversation, j'aurais perdu. Elle aurait changé sa stratégie. Elle aurait déplacé l'argent avant moi. Elle aurait préparé une meilleure défense. Mais j'ai agi avec la tête froide. Avec stratégie. Et c'est pour ça que j'ai gagné. De sages paroles, mon frère. Letty était également devenue une bonne amie. Nous dînions toutes les 2 semaines, pour prendre des nouvelles. Ce soir-là, nous étions dans un restaurant italien du centre-ville. Comment se passe ta nouvelle vie de célibataire, a-t-elle demandé avec un sourire. Calme. Peut-être ennuyeuse, mais c'est une paix dont j'avais besoin. As-tu pensé à refaire des rencontres? Non, pas encore. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de refaire confiance aux gens. Elle a hoché la tête avec compassion. Je comprends. Mais César, ne laisse pas ce qu'elle a fait te fermer à l'amour. Les gens ne sont pas tous comme Yasmine. Je sais, rationnellement, je le sais, mais le cœur met plus de temps à comprendre. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai pensé à ces mots. J'avais 50 ans, toute une vie devant moi. 5,5 millions de dollars qui me permettaient de faire ce que je voulais. Voyager, créer une entreprise, simplement exister sans souci. Mais plus important que l'argent, c'était la leçon que j'avais apprise. Une leçon qui m'avait coûté 23 ans, et un mariage détruit, pour la comprendre. Les gens peuvent mentir. Ils peuvent trahir. Ils peuvent agir pendant des années, en feignant des sentiments qu'ils n'ont pas. Mais quand on découvre la vérité, on a 2 options. Réagir avec émotion, ou agir avec stratégie. L'émotion est satisfaisante sur le moment. Crier, pleurer, affronter, tout cela procure un soulagement immédiat, mais c'est éphémère. La stratégie, en revanche, exige de la patience. Elle exige du contrôle. Elle exige de ravaler sa douleur, et d'agir avec une froideur calculée. J'ai choisi la stratégie. Et cette décision a tout changé. 1 an après le divorce, j'ai finalement trouvé le courage de faire le voyage dont j'avais toujours rêvé. L'Europe. 2 mois à parcourir des villes, que je n'avais vues qu'en photographie. Paris, Rome, Barcelone, Amsterdam. Chaque ville était une nouvelle expérience. Chaque jour était une aventure. Dans un café à Paris, j'ai rencontré une femme. Elle s'appelait Claire. Elle était française, professeure de littérature, et également divorcée. Nous avons parlé pendant des heures de livres, de la vie, de seconde chance. Qu'est-ce qui t'amène à Paris, m'a-t-elle demandé. J'apprends à revivre. Ah, un compagnon de route alors. Je suis aussi dans ce processus. Il ne s'est rien passé entre nous. Ce fut juste une conversation agréable, avec une personne intéressante. Mais quand je lui ai dit au revoir, j'ai réalisé quelque chose d'important. Mon cœur avait commencé à guérir. Je suis rentré chez moi 2 mois plus tard, renouvelé. Bruno m'a presque renversé d'excitation quand j'ai ouvert la porte. La maison semblait différente. C'était devenu un foyer. Mon foyer. Salvador et sa femme m'ont invité à dîner, cette semaine-là. Pendant que nous mangions, il a levé son verre. Un toast à mon ami César. Pour son intelligence, sa patience, et sa victoire. À la stratégie sur l'émotion, a ajouté sa femme. Nous avons trinqué. Et à cet instant, entouré de vrais amis, j'ai réalisé que j'avais gagné bien plus que je ne le pensais. Je n'avais pas seulement protégé mon argent. J'avais protégé ma dignité, mon avenir, ma tranquillité d'esprit. Yasmine avait voulu me détruire. Mathias avait voulu me trahir. Ils avaient tous les 2 prévu de me laisser en ruine, pendant qu'ils vivraient la vie que j'avais construite. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué parce qu'ils ont sous-estimé une chose fondamentale. La patience l'emporte sur l'impulsion.
la stratégie bat l'émotion. Et l'intelligence triomphe toujours de la trahison. Maintenant, assis dans mon jardin, par un après-midi tranquille, avec Bruno à mes pieds et un livre entre les mains, je peux honnêtement dire que je suis heureux. Pas de la façon dont je l'imaginais, il y a 2 ans, quand je croyais encore à mon mariage. Mais d'une manière plus profonde, plus vraie. J'ai perdu une femme, qui n'a jamais vraiment été la mienne. J'ai perdu un ami, qui n'a jamais vraiment été mon ami. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. Je me suis retrouvé. Et j'ai appris la leçon la plus importante de toutes. Quand vous découvrez que quelqu'un prévoit de vous détruire, ne réagissez pas. N'hurlez pas. N'allez pas à la confrontation. Prenez une grande inspiration. Restez calme. Et bâtissez votre stratégie, en silence. Car la meilleure des vengeances, ce n'est pas celle qu'ils voient venir. C'est celle dont ils ne se sont jamais doutés. C'est celle que vous exécutez, avec une précision chirurgicale, pendant qu'ils croient être en train de gagner. C'est celle qui les laisse sans rien, pendant que vous gardez tout. Ce ne fut pas facile. Ce ne fut pas rapide. Mais à la fin, cela valait chaque seconde de patience. Chaque instant de douleur avalé en silence. Chaque nuit passée à faire semblant de ne rien savoir. Parce que maintenant, je suis là. Libre, en paix, avec mon avenir assuré, et ma dignité intacte. Et eux sont là-bas, séparés, ruinés, avec leur réputation détruite, et leur avenir incertain. La justice, peut-être. Le karma, possiblement. Mérité, absolument. La vie m'a appris que toutes les batailles ne se gagnent pas par la force. Les plus importantes se gagnent avec l'intelligence, avec la patience, avec la capacité de contrôler ses émotions, quand tout en vous a envie d'exploser. J'ai reçu une prime de retraite de 5,5 millions de dollars. J'ai couru pour l'annoncer à ma femme. En ouvrant la porte, j'ai découvert sa trahison. Et à cet instant, au lieu de laisser cela me détruire, j'ai décidé de les détruire, eux. Pas par la violence, pas par le scandale, mais avec stratégie, avec patience, avec intelligence. Et ça a marché. Alors, si jamais vous vous retrouvez dans une situation similaire, souvenez-vous de ceci, lorsque vous découvrez la pire trahison de votre vie, ne réagissez pas, agissez, planifiez, exécutez. Parce que la véritable victoire ne consiste pas à les faire souffrir. Elle consiste à s'assurer que, pendant qu'ils s'effondrent, vous êtes toujours debout. Et moi, je suis toujours debout, plus fort que jamais.